Donc, rebonjour à tout le monde. Est-ce que vous nous entendez déjà? Parce qu'il y en a qui peuvent juste dire oui sur le chat, si vous nous entendez bien. Est-ce que le micro est ouvert? Oui, il est activé de toute façon. Oui, c'est bon. OK. C'est bon? C'est bon. Voilà, donc on nous entend. Donc, on temporise un tout petit peu parce qu'on voit que les connexions sont en train de se faire. Normalement, on est plus d'une douzaine de participants à cet atelier. Donc, l'après-midi, effectivement, étaient proposés 3 ateliers. Donc là, on est sur, effectivement, le premier atelier pour vous, qui sera suivi d'un deuxième. Donc, on a 35 minutes sur quelle perspective pour l'éco-conception et l'accompagnement des viticulteurs. Donc, on a 35 minutes pour échanger sur ce sujet et recueillir effectivement vos questionnements, vos avis. Donc, l'objectif pour nous, c'est de recueillir vos questionnements et avis de façon à consolider, orienter, flécher un peu mieux. Donc, cet après-midi, je suis accompagné, enfin, on le fait en binôme avec Léa Martina qui va se présenter. Oui, donc bonjour à tous. Alors, je suis Léa Martina, donc on était un des partenaires du projet, donc la cave Robert et Marcel. Et donc, moi, je suis responsable recherche et développement au niveau de la cave. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire plutôt un live parce que on a quand même envie que ça se fasse sous forme d'atelier. Donc, dès lors que vous avez des choses à échanger, ce serait bien que vous mettiez vos caméras. Ce serait vraiment intéressant pour nous. Les micros. Et les micros, ce serait parfait. Voilà. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir le débat avec vous et que vous nous donniez toutes vos idées pour qu'on avance sur les perspectives de l'éco-conception et de l'accompagnement des viticulteurs avec cet outil. Voilà, donc ce que l'on propose effectivement, c'est pas de faire une intervention pour que vous réagissiez dessus, puisque en fait les interventions c'était ce matin. Cette question de l'éco-conception et de l'accompagnement, on l'a abordé en fin de matinée. Là, il s'agit bien de se dire qu'est-ce qu'on en fait, et donc on va juste présenter deux supports, deux diapos pour resituer, et c'est juste le prétexte pour resituer le sujet dans le contexte. Donc, en gros, aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est qu'on a des terrains de jeu existants, possibles, sur lesquels on peut identifier un intérêt à déployer les outils dont on a parlé ce matin, et c'est surtout pas exclusif, et peut-être que d'ailleurs, vous pouvez identifier d'autres terrains de jeu. Hein, donc, en disant sur les terrains de jeu dont on a parlé déjà ce matin, Ecophyto, Défi, on est dans la phase de renouvellement 2021, donc ça nous apparaît, on l'a dit déjà ce matin, comme étant un terrain de jeu possible. On a beaucoup d'exploitations qui s'engagent dans la certification environnementale et ils sont effectivement dans cette phase plus d'appropriation, de certification de côté administratif, mais revenir sur la question un peu technique et de progression donc, des pratiques d'exploitation, donc c'est sans doute un autre terrain de jeu à venir. Dans la foulée, je prends volontairement les choses un peu dans le désordre, un peu en patchwork. Là. Donc, c'est les groupes 30 000, hein, c'est le déploiement de la logique Ecophyto, hein, donc, qui est toujours effectivement en œuvre donc, et déployé dans chacune des régions par des appels à projets, donc à des rythmes voilà, qui sont soutenus au moins chaque année. Derrière cela, on a des pratiques un peu plus technique, en fait, la démarche bas carbone, donc quelque chose qui commence à s'initier largement dans certaines productions et en viticulture, ça commence. Dans le cas du plan relance, donc on a le diagnostic carbone qui va être proposé donc, aux jeunes entrants depuis moins de 5 ans, donc c'est simplement un thème d'éclairage. La démarche biodiversité, hein, donc effectivement qui est assez forte aussi hein, avec l'agroforesterie, la biodiversité fonctionnelle, etc. Voilà. Donc, c'est des terrains de jeu et sans doute on peut en rajouter pas mal. On citait tout à l'heure entre nous, là, pendant la pause, les démarches zéro résidu, hein, donc, qui viennent
aussi se mettre dans cet espace. Si on continue donc sur plus effectivement des logiques donc, qui sont un peu transverses, on en a parlé ce matin, c'est la question du changement climatique, hein, donc, qui est aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'on en parle, mais ça y est, ça devient vraiment un sujet permanent au cœur de nos préoccupations et des échanges. La gestion des risques, ça c'est la chose permanente, mais qui a tendance à s'accentuer en termes de prégnance du sujet par rapport effectivement aux aléas climatiques, par rapport aux aléas du marché externe. Le voisinage, le regard du voisin, ça on ne l'avait pas. Donc il y a 10 ans, aujourd'hui, certains vignerons, ils ont un peu de mal à sortir avec le matériel sous le regard un peu soupçonneux du voisin. Donc c'est des choses qui s'imposent. L'évolution du marché, on en a parlé, hein, donc on est quand même dans une mutation assez forte. Et donc tout le volet innovation. Et là encore, on pourrait sans doute mettre plein d'autres thématiques. Voilà, donc c'était juste pour se repositionner dans des champs que l'on connaît tous, plus ou moins, selon nos métiers, selon nos activités. Et derrière, donc, on veut lancer le débat avec quelques questions et je vais laisser Léa donc, exprimer ces questions pour lancer la discussion. Alors, l'objectif de ce type d'atelier, c'est vraiment qu'on puisse avoir des idées de par vos différents métiers pour faire avancer ce projet d'un point de vue vraiment plus opérationnel. Et donc, une de nos premières questions, c'était en quoi, et donc je vais vous l'envoyer sur le chat, c'est en quoi l'éco-conception peut objectiver et donner du sens aux différentes démarches sectorielles, donc les démarches qu'on a pu voir d'HVE et de zéro résidu, de démarche bas carbone, biodiversité. Donc, en quoi, avec la compréhension que vous avez eue de l'éco-conception, on peut se servir de l'éco-conception sur ces différentes démarches sectorielles et leur donner du sens. C'est un peu global. Donc, si vous avez des choses à dire, comme vous pouvez voir sur votre territoire, vos métiers, comment on peut intégrer l'éco-conception sur ces différentes démarches? Alors, on peut aussi, pour peut-être rassurer, donc, ouais. pour rassurer, donc, on peut aussi répondre à des questions qui n'auraient pas été posées ce matin, dans la mesure où c'est à peu près dans le champ de notre thématique cet après-midi. Donc, sur les expériences qu'on a pu vivre dans le cadre, effectivement, de ce projet. On va faire plus globalement, si vous n'avez pas de... C'est peut-être trop précis. Déjà, globalement, en quoi, vous, dans vos métiers, cette démarche pourrait vous aider et comment vous pourriez l'intégrer dans vos différents métiers, dans vos entreprises, dans les travaux que vous menez chaque jour? Est-ce que vous avez des idées pour vraiment avancer le sujet sur l'éco-conception au terrain? Donc là, on est bien sur le côté utilité pour aller plus loin, le côté facilité, peut-être pour effectivement rendre plus efficient l'action en fait, de l'animation, l'action du conseil. Peut-être activer les micros, je ne sais pas s'il faut activer les micros de tout le monde. Ah. Il vient de demander la parole. Ah, c'est bon. Oui, Jean-Marc Ménard, participant au programme, et je fais tout à l'heure la conclusion. Bon, il y a quelque chose, il y a un point que je voudrais souligner qui me semble-t-il n'a pas été complètement, c'est le fait qu'on avait dans le premier exposé de Christelle, on avait la présentation d'un outil pour la co-conception,
Et après, dans la discussion, l'exposé d'Alain et la discussion autour, on avait une réflexion sur l'accompagnement et les informations qui sont nécessaires pour l'accompagnement. Et le lien entre les deux n'a pas été complètement fait, et c'est effectivement l'un des rôles que peut avoir cet atelier. Et moi, c'est une des choses qui m'intéresse. C'est finalement le fait de concevoir un système alternatif, relativement nouveau pour l'agriculteur. Est-ce que ce qui est le plus important, c'est le fait de permettre l'émergence de ce système nouveau, ou de favoriser la réflexion autour de toutes les nouveautés qu'il pourrait y avoir au-delà de celles sur lesquelles on a travaillé dans l'atelier? Moi, je crois beaucoup au rôle de la conception pour les apprentissages. C'est-à-dire, je participe à la conception avec d'autres, j'apprends des autres, et la conception me fait réfléchir. Après, la solution à laquelle on arrive, elle peut être importante, hein. Dans certains cas, c'est une très bonne source d'inspiration, mais ce n'est pas le plus important, me semble-t-il. Le plus important, c'est ce qui se passe dans la tête des participants et ce qu'ils échangent. Et ce qu'on constate, alors c'est pas un constat sur la viticulture, c'est un constat sur d'autres systèmes, en particulier en grande culture ou en maraîchage. Ce qu'on constate, c'est que finalement, la, la, la discussion qu'il peut y avoir dans un atelier d'éco-conception, elle dépasse très largement les techniques qui sont codées, par exemple, dans le jeu, ou celles qui sont quantifiables, dont les effets sont quantifiables. Il y a des idées qui sortent, des trucs totalement nouveaux sur lesquels on a peu de connaissances, en tout cas pas de connaissances quantifiées, et finalement, ça aussi, c'est très important. Donc voilà, c'était pour dire que le lien, je pense qu'il faudrait creuser ce lien entre l'éco-conception et l'accompagnement, et qu'il est beaucoup plus riche que la production, la simple production d'un nouvel itinéraire technique dans le cadre de l'atelier. Ça peut pas mal apporter sur ce sujet pour bien montrer que les ateliers avaient vraiment apporté une façon d'objectiver beaucoup de choses et surtout de faire du lien entre les différents types de viticulture. Donc ça, c'est quelque chose qui a été bien soulevé et qui est important à intégrer dans ces nouvelles types de démarches. Moi, je partage totalement là, ce qui vient d'être dit et on l'observe, hein, et c'est ce que j'ai effleuré un peu ce matin en disant les plus intéressés dans un premier temps sont un peu les premiers de cordée, ceux qui sont déjà en mouvement, et, parce qu'ils ils recherchent à progresser, et parce qu'ils sont déjà dans cette mécanique. Et la question de fond, c'est comment on arrive à faire venir les autres pour les mettre en mouvement. Donc sur ces évolutions de pratique, quel que soit l'itinéraire, effectivement, ou le contenu. Alors peut-être y a-t-il autour de la table cet après-midi des gens qui ont des expériences à partager pour enrichir effectivement ce questionnement que nous apporte Jean-Marc. Alors nous avons autour de, je vais me permettre hein, d'essayer de jouer l'interaction, une collègue en fait, Clémence, qui dans le réseau Défi. Je ne sais pas si elle est là cet après-midi. Elle s'est inscrite à l'atelier. Non, elle n'est pas là. Alors il y a Thomas donc, qui est collègue chambre, qui est sur un périmètre par rapport à la question de Jean-Marc. Thomas, donc, si tu nous entends, donc, sur le périmètre que tu travailles, plutôt par rapport à l'évolution, changement climatique, qu'est-ce que tu pourrais témoigner en fait par rapport à la question de Jean-Marc, la mise en mouvement?
Est-ce qu'il est possible, Thomas, si tu peux échanger de manière… Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien là, oui. Bien. Non, je l'ai tapé dans le chat. Là, effectivement, là, je vois moi, ça m'intéresse beaucoup, là, la gestion du risque. C'est ce que j'ai écrit dans le chat. C'est vraiment que les curseurs sont différents en fonction du viticulteur. Comment on adapte la vitesse de progression dans l'éco-conception par rapport à ces différences de, justement, il y en a qui prennent beaucoup de risques, il y en a qui en prennent beaucoup moins. Je me pose une vraie question là-dessus. C'est pareil, enfin, en termes de moyens financiers ou humains, il y a des grosses différences et des grosses disparités. Comment on fait pour emmener tout le monde à peu près dans une vitesse optimale? Et toi, donc, quand tu poses la question, de par ton expérience, qu'est-ce qui te paraît, est-ce que tu as déjà un début de réponse à partager? Un début de réponse, on sait très bien capter finalement les gens, effectivement, comme tu dis, qui sont déjà en mouvement. Euh, Après, c'est donner suffisamment de vitesse et de progrès pour pouvoir toujours les intéresser, mais en même temps sans perdre en fait des personnes qui prennent beaucoup plus de temps, plus de prudence et qui demandent beaucoup plus à être assurées dans leur modification itinéraire technique. Là-dessus, honnêtement, j'aurais pas beaucoup de solutions à apporter, si ce n'est que euh, je pense que l'échange entre Viti doit être maximisé finalement dans le groupe pour qu'ils puissent aussi être assurés de pair à pair. Et ça, on l'a vu plus dans d'autres groupes sur les maladies du bois. On avait vraiment cette espèce d'échange informel qui était vraiment là pour un peu souder et puis faire accrocher les wagons aux différentes locomotives du groupe. Je ne sais pas si ça peut vous… Je pense pas que ça aide beaucoup, mais ouais, j'ai ça comme retour d'expérience. Ici, si je prolonge un tout petit peu, Thomas, donc par rapport à cet échange entre pairs, ça veut dire que toi, tu l'as constaté, des gens qui sont peut-être un peu plus en réserve ou qui ont juste ouvert la porte pour venir voir, tu as senti qu'ils avaient pris le train en marche et qu'ils sont rentrés dans une dynamique après et avec cet échange entre pairs. C'est ça que tu dis? Ouais, finalement, on est plus là pour créer les conditions de l'échange. Et après, on va dire que la magie opère de vigneron à vigneron. Euh, Après, voilà, j'ai pas plus d'apport à vous donner. Voilà, et ça rejoint bien, C'est limité. effectivement, la question de Jean-Marc Ménard. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. J'ai fait les mêmes observations. Je pense que premièrement, il n'y a pas de bonne vitesse de changement. Chacun a la sienne. Il faut surtout pas chercher à l'imposer. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que le groupe, le collectif, aide énormément. Ceux qui ont tendance à aller très lentement, à accélérer à certains moments, parce que ce qu'ils voient chez les autres, ce qu'ils échangent avec les autres, c'est des processus de réassurance, mais pas seulement, c'est aussi des processus d'échange d'idées. Moi, j'ai fait comme ça, tiens, pourquoi tu le ferais pas? Et celui qui hésitait, ben, il franchit le pas. Et c'est vraiment… Alors, donc derrière, il y a quelque chose quand même sur lequel vous, en situation d'accompagnateur, vous pouvez faire quelque chose, c'est l'organisation des groupes. Le meilleur groupe n'est pas forcément le groupe des gens qui se connaissent depuis 20 ans ou 30 ans et qui n'ont pas forcément envie de changer ensemble. Le meilleur groupe, c'est des gens qui ont envie de changer ensemble, dans le même sens globalement, mais pas forcément ni au même rythme, ni avec les mêmes modalités exactement, mais qui ont cette envie d'échanger. Et je pense, je vais même jusqu'à dire, pour l'avoir observé à plusieurs reprises, que les groupes anciens, type anciens CETA, créés par les parents ou les grands-parents même des agriculteurs actuels, peuvent être au contraire des boulets par rapport au changement, parce que des gens qui partageaient les mêmes valeurs quand ils ont créé le groupe, leurs héritiers ou leurs successeurs ne partagent pas forcément les mêmes valeurs, ne partagent pas forcément la même envie de changer. Donc derrière, il y a un enjeu de renouvellement des groupes.
qu'on observe d'ailleurs dans un certain nombre, je suppose chez vous aussi, qu'on observe de manière assez forte, avec des nouveaux groupes qui se créent, éventuellement sans conseiller, voire, mais il y a une envie d'échanger chez les gens qui veulent changer. Et je pense qu'il y aurait un rôle des chambres d'agriculture en particulier, mais pas seulement, à essayer d'organiser ou d'appuyer ou d'aider ce regroupement des gens qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes envies de changer. Moi, je me retrouve bien dans ce que vous dites, hein, Jean-Marc. À la fois, moi, dans un métier qui a été le mien pendant des années, effectivement, d'animation, où le groupe a une vie, il naît et il meurt. Hein, donc, parce qu'au bout d'un moment, en fait, quand je parlais ce matin des invariants, c'est dans le temps, mais il y a toujours des choses des mêmes valeurs au départ, et ces valeurs peuvent évoluer, se figer, des valeurs de partage peuvent se transformer quelque part entre des convictions ou presque, j'allais dire, des dogmes parfois par rapport à certaines pratiques. Et là, du coup, c'est contre-productif. Et c'est vrai que par rapport à la dynamique des groupes, encore un conseiller de mon équipe récemment disait, mais là, je suis super content parce que j'ai réussi à mettre les gens donc, au sein d'un groupe qui m'avait demandé, c'était épars s'ils ne se connaissaient pas, et de la posture expert, le collègue me dit, mais je suis vraiment que l'animateur, juste pour faire en sorte que les gens se réunissent et ça matche tout seul, quoi. Et ça, c'est génial. Alors, la question qui vient, par contre, derrière pour nous, c'est que quand on a effectivement une accélération, en fait, de cette mécanique d'évolution des pratiques par le biais des contraintes style le glyphosate. Donc, il faut quand même faire évoluer les pratiques. Il y a ceux qui vont accepter, enfin, qui ont envie d'échanger. Donc, il faut arriver à les faire venir en groupe. Voilà, c'est ça. C'est comment on arrive, et ça, c'est notre difficulté, c'est comment on arrive à sensibiliser, à convaincre l'intérêt du groupe. Après, une fois qu'ils sont dedans, j'ai envie de dire, la partie n'est pas gagnée parce qu'il faut quand même transformer l'essai, mais c'est déjà plus facile. Donc ça, c'est toujours pour nous un vrai défi, qui n'est pas simple, à gérer. Donc je ne sais pas s'il y a des expériences, des réactions par rapport à cela. Et surtout, quel est votre avis sur le fait que l'éco-conception pourrait peut-être permettre de décloisonner les vignerons entre eux et permettre justement des échanges beaucoup plus enrichissants qu'avec leurs pairs, vraiment entre tous les bios qui sont toujours à se voir tous ensemble, tous ceux qui sont en biodynamie ensemble. Et nous, on voit vraiment potentiellement un intérêt de l'éco-conception pour vraiment beaucoup plus mélanger et avoir une vision beaucoup plus globale et permettre que tout le monde échange et qu'il n'y ait plus ces cloisons entre les différentes pratiques de vigneron. Donc, je ne sais pas si vous avez des choses à dire là-dessus et si vous aussi, vous voyez, ça pourrait être intéressant dans vos territoires, vos entreprises, ou même en tant que, je sais qu'il y a des étudiants aussi, si c'est des choses qui vous parlent ou pas, quoi. Effectivement, c'est un élément important, cette notion parfois d'a priori, donc qui peut, on peut assez facilement mettre les gens dans des cases a priori et du coup ça peut être bloquant au démarrage. Donc une fois qu'on a levé ça, donc on a fort à gagner, quoi. Donc, c'est vraiment, enfin, on vous parle de ça parce que c'est ce qui a été vu dans les ateliers, c'est-à-dire qu'il y avait des vignerons bio, des vignerons en culture conventionnelle, alternative et biodynamique. Et en fait, on a vraiment eu des échanges qui se sont construits parce qu'on n'était plus là pour savoir qui était le meilleur. Plus on n'a plus ce sujet, tout est blanc ou noir, tout le monde se remet au même niveau et on a quelque chose de global qui permet d'avoir des pratiques qui s'échangent. Et là, il y a vraiment un intérêt, enfin, nous, en tout cas, à titre d'expérience au niveau de la cave coopérative, c'est ce que ça nous a apporté dans ces types de groupes. Enfin, je ne sais pas si d'autres veulent échanger sur le sujet. Alors, on est désolé, pour la plupart, on ne connaît pas. Donc,
Juste une remarque générale sur cet aspect-là. Dans un atelier de conception ou d'éco-conception, on a intérêt à associer des gens qui ont envie de changer dans le même sens, c'est-à-dire qui partagent un minimum de valeurs. Sinon, on n'aboutit à rien. Mais inversement, il faut qu'ils soient très, très divers. Je suis complètement d'accord avec vous. Très divers dans les connaissances et dans la représentation du monde. Donc, les mêmes valeurs ou des valeurs proches, par contre, une diversité de connaissances. Et là, ça peut donner des ateliers absolument passionnants. C'est vraiment ce qu'on a ressenti au niveau de la cave. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une pratique entre bio conventionnel, biodynamique, et en plus s'échanger qui généralement ont moins l'habitude de s'échanger. Donc c'est ça qui est important. Alors c'est vrai que cette dimension des valeurs, elle renvoie aussi à la typologie, presque à la sociologie, effectivement, de nos vignerons, hein, pour avoir conduit quelques travaux, d'ailleurs, en lien avec l'ESA il y a quelques années. Hein. On a la posture, en fait, dans le métier est extrêmement importante et on a l'habitude, effectivement, de manière peut-être un peu simpliste dans ce que je vais dire. Hein, donc, d'un côté, on a quand même les gens qui ont une logique entrepreneuriale forte, donc une autonomie en fait dans la prise de décision, quand parfois de l'autre côté, mais il y a plein de schémas intermédiaires évidemment, on a des profils plus suiveurs et qui vont attendre qu'on les pousse ou qu'on les contraigne. Donc, et pour nous, c'est effectivement des profils qui sont plus difficiles à mobiliser. Donc, quand on arrive effectivement par un prétexte ou un autre à le faire, on a parfois des belles surprises. Hein, donc, mais c'est jamais simple. Est-ce que parmi les étudiants qui sont autour de l'écran, certains ont envie de témoigner, de questionner donc, par rapport à leur regard effectivement sur la viticulture, donc au travers de leur début d'expérience, sans doute au gré de stages ou d'études diverses et variées. Est-ce qu'ils ont des questions par rapport à nos échanges professionnels marqués par voilà, des travaux, de l'expérience on est toujours en doute dans nos activités. Ah. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Je me présente, Milo Villain, à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Et en association avec la cave coopérative des vignerons de Buzet, dans le Lot-et-Garonne. Oui. C'est justement, comme Alain le dit si bien, le doute qui m'amène à poser quelques questions. Et ce doute éternel sur en fait, la justesse de notre démarche. Je suis enseignant-chercheur, post-doctorant en sociologie. Et ça fait 1 an que je suis les viticulteurs de Buzet dans une transition agroécologique axée vers le bio. Voilà la stratégie de la cave à Buzet qui fait des couverts végétaux depuis plusieurs années, qui a eu recours à des produits qui ne sont ni cancérigènes, ni reprotoxiques, ni mutagènes. Depuis 2007, il y a vraiment un gros engagement vers l'agroécologie. Mais il y a plusieurs vitesses, comme vous le dites si bien. Et moi, là, je m'intéresse à aller aux peut-être 10% de viticulteurs qui sont les plus jeunes, les plus dynamiques et qui se sont engagés pour la conversion bio à l'horizon de 3 ans. Et ma question, là, je vais être amené à les réunir sous forme de focus group. Ma question, c'est qu'est-ce qui peut les rassurer, ceux qui ont eu des pères et des grands-parents qui ont été dans l'agriculture intensive, parce que ce sont des polyculteurs dans le Lot-et-Garonne, hein, ces viticulteurs en grande partie. Donc, qu'est-ce qui peut les encourager vis-à-vis du regard de leur patriarche à se positionner, à se responsabiliser, à quelque part avoir une fierté de la démarche qu'ils font? Et est-ce que vous avez trouvé des logiques sur lesquelles appuyer pour
les faire prendre confiance en eux-mêmes en fait, et savoir que leur décision c'est la bonne de passer en bio, sachant tous les sacrifices que ça représente. Et encore une fois, une autre question, c'est au niveau de l'assurance. Est-ce qu'il y a des assurances qui sont effectives aujourd'hui pour justement compenser les éventuelles pertes liées aux maladies, liées à perte de récolte, des choses comme ça? Alors, sur la partie gestion du risque, il y a les sujets assurance. Il y a aussi, pendant qu'on y est, les sujets de stations météo, d'équipement, de tous les nouveaux capteurs qui arrivent qui vont pouvoir permettre une décision de plus en plus, avec une gestion de risque qui va être de plus en plus facile. Enfin, on ne peut pas dire facile, mais en tout cas, ils vont pouvoir récolter de plus en plus de données pour que ce soit des gestions d'itinéraires techniques de plus en plus précis. Et après, vous avez justement tout un monde de l'assurance qui est en train de se déployer au niveau des assurances agricoles, mais aussi donc, surtout sur les grandes cultures, mais c'est en train d'arriver sur la partie vigne, qui vont être là pour justement sécuriser et vraiment adapter en fonction du risque. Et en fonction du risque agronomique et pas seulement juste de la donnée météo. Donc, il y a toute une connaissance du territoire et de la partie maladie, gestion des différents sujets agronomiques qui vont permettre de plus en plus d'avoir des assurances qui sont intéressantes pour les viticulteurs et agriculteurs. Et ça, c'est vraiment des sujets qui sont, pour le coup, en vogue actuellement. Alors, je l'ai cité brièvement ce matin. Moi, j'ai travaillé sur un sujet qui était la gestion du risque, du changement il y a quelques années. Et je pourrais effectivement, il faudrait qu'on se recontacte pour que je vous donne quelques éléments d'information. On s'est aperçu en tout cas, donc avec un étudiant dont c'était le thème de stage, avec un certain nombre de travaux d'enquête auprès de professionnels, que le côté assurantiel qu'on pensait être une vraie voie en fait pour sécuriser en fait, ça pouvait l'être pour certains profils, mais pour les profils plus entrepreneurs, enfin dynamiques, l'enjeu est beaucoup plus de prévenir, de configurer en fait l'exploitation dans une logique effectivement résiliente. Donc pour parer au risque, parce que se dire bon bah tant pis, c'est pas grave, quoi qu'il arrive, j'ai un système qui va me couvrir. De toute façon, ça marche pas. Au bout du compte, ça marche pas ou pas bien. En viticulture, on le sait trop bien, c'est-à-dire que quand et on l'a vécu en Val-de-Loire là, quelques années de suite avec un gel fort. Quand on n'a plus le produit, on perd les marchés. Donc c'est pas l'assurance, quand bien même elle couvre pas mal, c'est pas ça qui rattrape en fait. Donc voilà, je crois que c'est un élément de réponse. Alors après, sur la question comment rassurer les plus jeunes par rapport à une évolution de pratique, par rapport à ce qui peut être historique, alors ça c'est une vraie question qui dépasse même parfois un peu la question vraiment technique. Hein. On est un peu dans le sociologique, en fait, le psychologique. C'est le rapport, effectivement, les liens en fait, de génération en génération. Alors, on s'aperçoit effectivement que, je vais le dire un peu crûment, hein, donc, quand le jeune arrive à dire merde à son père, des fois les choses sont plus faciles. Mais ça n'est pas du tout une vérité. Hein. Moi, je crois beaucoup à la question, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, ce matin, qui est dans la logique de la stratégie, c'est le cadre de cohérence, et Jean-Marc Ménard l'a redit, les champs de valeur au sein de l'entreprise, ou dans la lignée familiale. Et parfois, il y a de l'incompréhension sur des lignes de valeurs qui ne sont peut-être pas si détachées que ça, mais dans l'incompréhension, on peut buter sur des choses presque accessoires et qui bloquent en fait la mécanique. Donc, c'est relativement complexe. On n'a pas, quand je dis ça, on n'a pas de solution, mais on l'a touché du doigt et on le touche du doigt un peu en permanence, hein, cette affaire-là. Voilà. Je vois l'heure en fait qui avance et je crois qu'on est au terme de la première session. Donc peut-être juste en quelques mots, en fait, on a évoqué ce lien entre comment
peut-être plus nos travaux peuvent contribuer de levier ou de prétexte à accélérer les apprentissages, plus que le contenu en lui-même. Dit effectivement que chacun sa vitesse. La logique, effectivement, de l'échange entre pairs, donc au travers des groupes qui paraît effectivement performante. Voilà, de faire en sorte que on arrive à mettre autour de la table justement les bonnes conditions pour que ça matche, pour aller loin. Donc c'est finalement dans nos métiers de l'accompagnement, c'est sans doute, et je le partage, donc un élément très très puissant, quoi, hein. Donc effectivement, on ne peut que commencer. En tout cas, il faut avancer avec les gens qui ont envie, et puis ensuite on essaie de, on a comme effectivement souhait que les cercles grossissent, hein. Donc voilà, et rassurer cette dimension de gestion de risque. Voilà, c'est un peu en vrac, mais en tout cas, donc, vu l'heure, je crois qu'on va dire. Vous pourrez continuer à nous envoyer, je pense, des questions. Des contributions, sur l'autre session, par contre, parce que sinon, on n'y arrive, on ne verra pas. Et merci beaucoup pour votre participation. Merci. Et puis, bonne journée à vous. Et on se retrouve, de toute façon, on rapportera donc en plénière, effectivement, les principaux éléments des échanges dans chacune des 2 séquences que nous avons sur la thématique. Merci à vous. Merci. À tout à l'heure.